patience. On a attendu un petit peu parce qu'il y a toujours des retardataires, surtout en ce moment, il y a quand même beaucoup de conférences de connaissances, puisque les périodes électorales, beaucoup de syndicats s'activent. Et nous, on est plutôt ici, sur cette conférence, sur le cœur de métier, je dirais, du syndicat, en ce sens que quand on passe dans distribuer différentes choses et rencontrer les collègues dans cette période électorale, ils nous disent « mais pourquoi vous êtes si nombreux et vous êtes des partis politiques, de quelle orientation, etc. » On leur dit « non, on n'est pas des partis politiques, on est plutôt une sorte d'assurance, une compagnie d'assurance sur la route de la carrière. Et donc on est là surtout pour apporter une assistance aux collègues quand ils sont en difficulté, quand ils rencontrent des problèmes. Et comme toutes les assurances, il vaut mieux avoir pris son assurance avant l'accident plutôt que de chercher l'assureur après. Et donc quand les collègues rencontrent des difficultés de toute nature, en général ils viennent chercher un soutien, et le soutien, c'est des syndicats qui peuvent l'apporter. Une de nos tâches, on a aussi des tâches de négociation avec l'administration, de contrôle de l'activité que fait l'administration et de la mise en œuvre qu'elle a des règles internes du statut et des dispositions générales d'exécution. Mais dans la relation directe avec les collègues, on est plutôt là pour apporter une assistance quand il y a un problème, quand il y a un conflit avec la hiérarchie, un conflit avec PMO, un conflit avec le RCAM et autres. Et donc en première ligne, c'est nous au syndicat qui recevons les collègues pour aider. Si ça commence à se corser, à devenir plus délicat, eh bien on fait appel à nos juristes et à nos avocats préférés, Maître Rodriguez, et ses collaboratrices et collaborateurs de l'Allemand Le Gros. Et donc aujourd'hui, on va expliquer et parler justement des différentes voies de recours quand on est en conflit, qu'on n'est pas d'accord avec une décision prise par l'administration, pour clarifier les différentes possibilités de recours et d'action. Voilà, je ne sais pas, Brigitte, si tu voulais rajouter un petit mot introductif. Mais c'est plus un rappel, je voudrais attirer votre attention sur un tract que nous avons fait il y a 2 semaines sur les écoles européennes, Learning Support. Nous avons beaucoup de retours de parents qui sont en difficulté, soit ils n'obtiennent pas le Learning Support nécessaire pour leurs enfants, soit on les invite même à mettre leurs enfants dans d'autres écoles. Donc pour ceux concernés, je vous invite à répondre à notre questionnaire parce qu'on a l'intention de suivre cette question-là de très près. Et sans vos contributions, nous ne sommes pas en mesure de discuter et de faire des propositions à l'administration. Donc pour ceux concernés, à nouveau, je vous invite à répondre à ce questionnaire et à ce tract. Merci. Voilà, si vous êtes... Voilà, merci Monsieur le Président. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Alors comme l'a indiqué Monsieur Bakri, l'ambition de cette conférence est somme toute quand même modeste. C'est juste de faire en sorte que vous ayez un réflexe à la sortie de cette conférence, un réflexe statutaire. Si vous permettez, je vais faire défiler quelques informations sur l'écran pour pouvoir suivre le propos. Alors, à titre introductif, j'évoquais vos droits statutaires, et M. Bakri venait de le rappeler. Votre Bible, évidemment, c'est le fameux statut. Alors, vous allez me dire, on le connaît tous, puisque, a priori, vous le recevez quand vous avez été titularisé, mais j'insiste sur l'importance de ce texte, puisque c'est celui qui régit vos relations avec votre administration. Et donc, c'est pour ça que je la qualifie souvent de Bible pour vous, puisque c'est le premier texte de droit qui régit, je répète, vos relations avec votre employeur, avec votre hiérarchie. Mais, et ce statut, évidemment, est complété par un régime applicable aux autres agents, s'il y a peut-être ici des agents contractuels, par exemple, des agents temporaires, vous trouverez à la suite de ce statut le régime en question, qui est aussi donc la Bible pour les agents de l'administration. Peut-être moins connu, mais j'estime que ça fait partie aujourd'hui du réflexe statutaire, c'est également la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, charte qui a été négociée, rédigée puis proclamée en 2000, mais qui a connu une importante évolution avec le traité de Lisbonne. Vous avez peut-être en tête, le traité de Lisbonne en 2007.
entré en vigueur en 2009, donc ça fait bientôt 10 ans. Et dans quelques jours, on fêtera les 10 ans de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a eu notamment pour effet de donner une force contraignante à la Charte des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Charte a la même valeur que les traités. Et cela veut donc dire que les traités fondateurs. Cela veut donc dire que la Charte prime sur votre statut, sur le statut que je viens d'évoquer ou sur le régime applicable aux autres agents. En d'autres termes, c'est une garantie pour vous d'un certain nombre de droits fondamentaux qui peuvent faire plier, si nécessaire, des dispositions statutaires. Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail à ce stade de la subtilité de la hiérarchie des normes, mais ayez ça à l'esprit. Désormais, la Charte fait partie aussi de votre univers de référence, de votre univers juridique de référence, et notamment, on y reviendra certainement, un article qui fait florès, de plus en plus florès dans la jurisprudence de la Cour, article 41, quant au droit à une bonne administration, c'est-à-dire le droit de voir ses affaires traitées équitablement, impartialement et de manière dans des délais raisonnables qui découlent de cet article 41. Découle de ce statut ou du régime applicable aux autres agents un certain nombre d'obligations. Ce n'est pas l'objet de la conférence ici, mais vous êtes soumis à un certain nombre d'obligations, que ce soit un devoir d'indépendance, d'impartialité, de dignité dans l'exercice de votre fonction, de loyauté par rapport vis-à-vis de votre hiérarchie, etc. Mais l'objet ici de la conférence, ce n'est pas de revenir vos obligations, mais principalement sur vos droits. Pourquoi j'ai quand même tenu à rappeler que vous aviez des obligations? C'est parce que la source de contentieux peut être éventuellement le rappel à l'ordre de votre hiérarchie vis-à-vis d'une obligation, et pas seulement vis-à-vis d'un droit. C'est pour ça qu'il faudra avoir toujours les deux à l'esprit. Mais vous avez un certain nombre de droits. Il ne s'agit pas ici de manière substantielle de rentrer dans l'affirmation de ces droits, que ce soit en termes de carrière, de conditions de travail, de rémunération, de régime de sécurité sociale, d'allocation, etc. On ne va pas parler de la substance, on va parler des moyens, des instruments de procédure, des voies de droit mises à la disposition lorsque se pose un problème d'interprétation, d'application, soit d'une obligation à votre égard, soit d'un droit en votre faveur. Et c'est là l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est comment mieux connaître vos droits, comment les faire valoir lorsque vous avez un doute sur leur interprétation, sur leur application, ou lorsque vous avez votre propre position et qu'elle s'avère divergente, différente de celle prônée ou adoptée par votre hiérarchie. Et c'est pourquoi on a articulé la conférence d'aujourd'hui autour de 3 axes d'action. Vous devez pouvoir être informé, tout d'abord. Vous devez pouvoir demander et vous devez pouvoir contester. Alors, en accord avec les organisateurs, nous prendrons les questions plutôt à la fin de l'exercice, plutôt qu'on aurait pu imaginer au fur et à mesure, mais pour éviter que ça aille dans tous les sens peut-être. Nous allons poursuivre. Voilà. Alors, tout d'abord, être dûment informé, puisque pour pouvoir revendiquer une interprétation, revendiquer une application, l'application d'un texte à votre égard, encore faut-il être dûment informé. Pour cela, le statut vous reconnaît tout d'abord un droit d'accès aux documents qui vous concernent. Ça vous paraît évident de le dire, mais encore faut-il le rappeler. Le statut prévoit à cet égard un certain nombre d'obligations qui pèsent sur l'administration, et j'en ai identifié notamment 3 au titre du statut, et un 4e au titre d'un autre instrument de droit dérivé. Au titre du statut, vous avez tout d'abord un droit à vous voir communiquer toute décision individuelle vous concernant. Cette communication doit se faire par écrit. Je vous renvoie à l'article 25 du statut, qui prévoit par ailleurs que pour certaines décisions, qui sont énumérées limitativement, en plus de la communication écrite, vous devez aussi pouvoir faire, la décision doit pouvoir faire l'objet d'une publication.
Donc on ne peut pas vous prendre par surprise dans un certain nombre de domaines qui relèvent de la nomination, de la titularisation, de la promotion, de la mutation, de la fixation de votre position administrative et enfin de la cessation de vos fonctions. Dans ces domaines-là, les décisions individuelles feront l'objet d'une publication et il faut le savoir, dans ce cas-là, accessible à tout le personnel. À tout le personnel. Ce n'est pas uniquement une publication qui vous concerne, qui doit permettre, en termes de transparence, d'informer également vos collègues. Par ailleurs, toujours au titre de l'accès aux documents et du droit d'être informé, l'administration, et vous le savez, je suppose déjà, dispose d'un dossier personnel vous concernant et vous devez alors pouvoir évidemment avoir accès à ce dossier individuel, qui est d'autant plus important qu'il contient normalement toutes les pièces concernant votre situation administrative. Et également tous les rapports qui peuvent vous concerner, par exemple les rapports d'évolution de carrière, d'évaluation de vos compétences, doivent figurer dans ce dossier personnel. Et par ailleurs, si sur ces différents documents qui ont été versés au dossier, vous êtes amené à faire des observations, eh bien sachez que ces observations doivent se retrouver en copie également dans votre dossier personnel. C'est la base de ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dans le dossier personnel la position de l'administration, mais également votre position, si tant est évidemment que vous êtes exprimé sur ces documents. Par ailleurs, on est en pleine campagne électorale, alors on peut l'appeler comme ça, pour les syndicats. Il est indiqué aussi que ne sauraient être inclus dans le dossier personnel des références, des mentions à vos opinions, que ce soit vos opinions politiques ou syndicales, justement. Donc il ne doit pas, si vous tombez dans votre dossier personnel sur une fiche à assister à la conférence de la FFPE le 8 novembre 2018, ce n'est pas normal. Non seulement ce n'est pas normal, mais c'est illégal. Voilà. Et par ailleurs, il est rappelé à l'article 26 du statut qu'un seul dossier doit être tenu par fonctionnaire ou par agent. Il y a eu une tendance à une certaine époque de multiplier parfois les dossiers, voie électronique, voie papier. La jurisprudence a mis fin à cette pratique et le statut le répète, un seul dossier par fonctionnaire. Sachez enfin que ce dossier est par nature confidentiel, seule votre hiérarchie doit avoir accès, et notez également que après la cessation de vos fonctions, que je vous souhaite la plus tardive possible, vous aurez toujours accès à ce dossier personnel. Il peut y avoir un intérêt, après avoir pris sa retraite, éventuellement, de retrouver certains documents dans votre dossier personnel. À côté de ce dossier personnel, il doit être fait mention également de votre dossier médical. Vous avez également droit, c'est l'article 26 bis du statut, à un accès à ce dossier médical selon les dispositions prévues par chaque institution. En général, ce n'est pas un accès direct, ça sera un accès indirect en ce sens que vous demanderez à votre médecin ou au médecin que vous désignerez de se voir transmettre votre dossier médical pour pouvoir ensuite vous en rendre compte. Il y a un dossier en quelque sorte, un accès en quelque sorte donc indirect, mais l'essentiel c'est que vous ayez l'information qui figure dans votre dossier médical. Enfin, du point de vue hors statut, je pense qu'il est utile quand même de faire mention d'un droit d'accès plus général qui s'ajoute aux voies statutaires que je viens de rappeler. C'est en application d'une part désormais de l'article 41 de la Charte, on retrouve le fameux article 41 de la Charte que j'évoquais en introduction, et en application d'un règlement, alors pour ceux que ça intéresse, vous avez la référence, on l'appelle dans le jargon le 1049, c'est le règlement général qui a été institué en 2001 sur la poussée amicale mais directive des
nouveaux États candidats, ex-États candidats de l'Europe du Nord, qui, au nom de la transparence, ont incité les petits collègues à adopter un règlement qui permet normalement à tout citoyen de l'Union d'avoir accès aux documents produits ou détenus par les institutions de l'Union européenne. C'est le principe de transparence qui est décliné à travers ce règlement. Évidemment, comme tout bon principe, s'il y a des juristes dans la salle, vous connaissez l'expression, tout bon principe souffre d'exceptions. Il y a effectivement des exceptions possibles, mais il faut savoir que la jurisprudence est plutôt favorable à une interprétation stricte, restrictive de ces exceptions, et donc ça peut être un moyen pour vous également d'avoir accès à certains documents détenus par l'institution qui vous a recruté, par exemple. Être dûment informé, ce n'est pas seulement accéder aux documents qui vous concernent. Être dûment informé, c'est aussi connaître les aboutissants et les tenants et aboutissants d'une décision qui vous concerne. Et à ce titre, je voudrais insister sur deux droits importants, de plus en plus importants dans une ère où il y a beaucoup d'informations qui circulent. C'est d'une part de pouvoir être entendu avant l'adoption d'une décision susceptible de vous faire grief, susceptible de vous nuire, de vous être défavorable, pour le dire autrement, et le droit par ailleurs de connaître les raisons qui ont motivé cette décision. Alors, très rapidement, s'agissant du droit d'être entendu, c'est un principe général du droit de l'Union. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais ça veut dire que dans la hiérarchie des normes que j'évoquais tout à l'heure, ce principe général du droit s'impose au statut, prime sur le statut, donc s'impose à l'administration, même si aucun texte n'a été prévu pour organiser ce droit d'être entendu. C'est d'ailleurs pour ça, c'est l'intérêt d'un principe général du droit. C'est de pouvoir être mobilisé lorsqu'il n'y a pas de texte spécifique pour l'organiser. Et ce principe général du droit a été aujourd'hui constitutionnalisé en quelque sorte, a été consacré à travers l'article 41, on le retrouve décidément, c'est pour ça que j'insistais dessus en introduction, dans l'article 41 de la Charte. Et l'interprétation est très large de la part de la jurisprudence, qui en fait donc un principe général applicable dans toute situation, sauf, il y a quand même une exception, lorsque l'administration n'a pas le choix. Elle devait prendre la décision, et qu'elle vous ait entendu ou pas, de toute manière, elle devait prendre cette décision. Mais évidemment, les cas de compétences liées restent quand même très rares dans le domaine statutaire. En tout cas, la jurisprudence, on peut la qualifier de proactive, en ce sens qu'elle n'hésite pas à étendre au maximum ce droit d'être entendu. Et j'en citerai pas beaucoup, parce qu'il ne s'agit pas ici de vous accabler avec des arrêts du tribunal ou de la cour, et juste pour vous dire que vous avez parfois un allié aussi dans le juge de l'Union. Enfin, ça on pourra en discuter, puisque il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais disons que dans certains cas, il y a des arrêts marquants qui ont fait évoluer les droits, vos droits, comme fonctionnaire ou comme agent. Et c'est le cas, par exemple, d'un arrêt de 2012 qui a imposé le droit, à l'administration le fait d'entendre l'agent contractuel qui a signé un contrat à durée déterminée avec l'administration à son terme. On aurait pu imaginer que puisque c'est terminé, il n'avait pas, avant de prendre la décision constatant la fin du contrat, qu'il n'y avait pas lieu d'entendre l'intéressé. La Cour de justice, en l'occurrence le tribunal de la fonction publique, l'ex-tribunal de la fonction publique, j'y reviendrai plus tard, a décidé du contraire, et je pense que c'est une bonne chose. Ne serait-ce que pour ne pas se sentir terminer comme ça son contrat sans avoir eu la possibilité d'avoir une dernière discussion avec son autorité de référence. Et puis, deuxième droit, dans le cadre de l'information, de votre droit à l'information, c'est d'être informé
des raisons qui motivent la décision qui va vous faire grief, qui va vous être défavorable. C'est un devoir élémentaire de motivation des actes par l'administration. Alors ça relève du statut, à l'article 25, mais également de l'article 41 de la Charte, et là encore, la jurisprudence n'hésite pas à faire évoluer, à faire bouger les choses, et je cite un autre grand arrêt de principe également pour les décisions de résiliation, cette fois-ci des contrats à durée indéterminée, qui a obligé l'administration à motiver de telles décisions. Voilà donc pour le droit d'être informé, d'être dûment informé, et avec ça, normalement, ça vous permet de jouer un peu d'égal à égal, puisque vous savez à quelle sauce éventuellement vous allez être mangé. Et c'est avec ces informations entre vos mains que vous allez pouvoir éventuellement passer à une autre étape, c'est-à-dire demander des explications. Et ou faire d'autres demandes. En l'occurrence, j'insisterai sur deux aspects et plus quelques éléments complémentaires, un peu plus spécifiques, mais insistons tout d'abord sur deux sources de demande fondamentales. Tout d'abord, au titre de l'article 25 du statut, la possibilité de saisir votre autorité de nomination, investie du pouvoir de nomination ou du pouvoir de contracter, d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut, selon la formule consacrée. Vous avez un droit tout à fait légitime, si vous estimez ne pas comprendre une disposition statutaire, puisque vous êtes censé avoir une connaissance de vos droits et obligations, vous pouvez aussi avoir des questions à poser. Il est donc tout à fait légitime de votre part d'interroger votre administration pour en savoir plus. Et éventuellement, parallèlement, votre syndicat préféré, évidemment, qui pourra aussi forcément répondre à vos interrogations. Mais, statutairement parlant, c'est votre AIPN, votre HCC, qui est l'organe de référence pour vos demandes d'explication. Mais il peut parfois être utile d'aller un peu plus loin. Vous avez compris la portée d'un droit ou d'une obligation statutaire, et vous vous dites, mais en application de ce droit, j'aurais dû bénéficier d'une décision de la Commission. Eh bien, le statut prévoit, à l'article 90, ou à l'article 90 du statut, dans son premier paragraphe, un droit à demander, à inviter votre autorité de référence, AIPN ou HCC, à prendre à votre égard une décision en application évidemment du statut. Exemple, on n'est pas très loin encore, il y a encore quelques semaines, des exercices de promotion. La liste des promouvables est publiée, vous n'êtes pas dessus, alors qu'a priori vous remplissez les conditions pour être dessus. Alors, il y a deux façons de réagir, soit de dire ça doit être un oubli. Je vois que ça fait rigoler. Ça peut être un oubli, c'est une erreur administrative, etc. Eh bien, je vais utiliser l'article 91 et je vais demander à l'administration de corriger cela en prenant une décision en ma faveur, c'est-à-dire en décision m'incluant, révisant, régularisant la liste en question pour que votre nom apparaisse. Alors, vous allez me dire, c'est pour ça que certains ont peut-être rigolé, mais c'est tout sauf un oubli, c'est volontaire, et évidemment, ça me porte grief. Mais dans ce cas-là, un peu de patience, on va arriver au troisième volet sur la contestation. Sachez, c'est toujours utile à le savoir, sachez que vous n'avez pas besoin d'avocat pour déposer une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, et en tout cas au sein de la commission, il est recommandé d'utiliser un formulaire standard que vous pouvez télécharger sur l'intranet. Alors il y a aussi d'autres sources de demandes possibles, mais je ne fais que les citer pour mémoire, pour pas qu'on me reproche de les avoir oubliées, parce que sait-on jamais, je ne vous souhaite pas d'avoir maille à partir avec l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, mais sachez que si c'est le cas, et qu'il y a une enquête
éventuellement pourrait vous concerner, vous avez le même droit d'accès à la demande de décision vis-à-vis du directeur de l'OLAF. Et même chose pour la manipulation de vos données personnelles, qui peut parfois être problématique. Et il suffit de voir les scandales qui se développent ces derniers mois avec Facebook, avec Google, etc. Après tout, l'administration n'est pas non plus à l'abri d'une faille de sécurité, n'est pas à l'abri d'une mauvaise manipulation de vos données personnelles, d'une diffusion non souhaitée, etc. Ben, sachez qu'il y a également un organe particulier, le contrôleur européen de la protection des données, qui est chargé, qui est l'instance, l'arbitre de la bonne utilisation de vos données personnelles par votre administration. Et sachez que le statut prévoit un droit d'accès, un droit de demande spécifique auprès de ce contrôleur, évidemment dans le cadre de ses compétences. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même utile de rappeler l'article 90 ter du statut. Sachez que le règlement de base de 2001 est en cours de révision. Une importante révision va bientôt apparaître, puisqu'il s'agit de mettre en adéquation ce règlement qui a maintenant presque 20 ans avec le nouveau règlement général de la protection des données qui est entré en vigueur en mai dernier, qui s'applique hors relation de fonction publique, qui s'applique à vous en tant que citoyen et à nous en tant que citoyens. Et donc le législateur va adapter le règlement applicable aux fonctionnaires, aux agents des institutions et des organes de l'Union, aux nouveaux défis que relève le règlement, le fameux RGPD de 2016. Alors, si on en termine avec l'aspect demande, il faut aussi signaler une dernière possibilité, peut-être moins connue, mais qui néanmoins nécessite quelques mots d'explication. C'est la possibilité de demander à être assisté. Je renvoie ici à l'article 24 du statut. Il y a une obligation pour votre employeur, pour votre administration, de vous assister lorsque vous faites l'objet de la part de tiers d'un certain nombre de faits répréhensibles. Alors, ce qui est indiqué à l'article 24 du statut n'est qu'indicatif, puisqu'il y a un fameux « notamment ». Donc ce n'est pas seulement des cas de menaces, d'outrage, d'injures, de diffamation ou d'attentat contre la personne, mais bien ça peut être plus large sur le spectre des faits répréhensibles. Et surtout, il découle de la jurisprudence que l'interprétation est assez large et que cela vise non seulement des actes causés par des tiers, mais également par un petit camarade, par un collègue. Ce n'était pas évident, puisqu'à la lecture du texte, on aurait pu se dire qu'on ne visait que des auteurs tiers. Ce n'est pas du tout l'interprétation qui a été retenue par la Cour de justice, le tribunal en l'occurrence, qui a estimé que c'était également applicable au regard d'autres fonctionnaires ou d'autres agents des institutions ou organes de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, assister, ça veut dire par exemple, pour être très concret, prendre en charge les honoraires de votre avocat. Si vous arrivez à démontrer que les faits dont vous êtes victime ont été précisément parce que c'était dans votre qualité, en votre qualité de fonctionnaire ou d'agent que vous étiez visé. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Moi, en termes de pratique, notamment dans des cas de harcèlement, ça a une vraie valeur ajoutée, parce que vous vous sentez tout d'abord moins seul, vous avez l'appui de votre hiérarchie, ça vous permet aussi d'être soulagé d'un point de vue financier si vous devez développer une assistance juridique externe. Voilà. Maintenant, je ne connais pas les statistiques, peut-être que les syndicats les connaissent mieux que moi. Je ne connais pas le nombre exact de demandes qui sont déposées et qui sont acceptées.
mais ça pourrait être en tout cas une statistique intéressante à solliciter. Sachez aussi qu'en la matière, vous n'avez pas besoin non plus d'avocat, sauf évidemment pour la procédure pénale éventuellement que vous voudriez intenter sur le lieu des faits répréhensibles. Mais pour demander l'assistance, vous n'avez pas besoin d'avocat. Et là aussi, vous devez utiliser un formulaire standard, le même que celui que j'évoquais tout à l'heure pour les demandes article 90, paragraphe 1. Vous êtes dûment informé. Vous n'avez pas hésité à demander des explications pour y voir plus clair. Et maintenant que vous y voyez plus clair, vous vous dites « Non, c'est pas possible. L'administration est en train de chercher à m'être défavorable. Et donc, je passe au dernier volet, la dernière étape. Comment puis-je contester cela ?» Eh bien, il faut mettre en avant ici 2 ou 3 pistes possibles. 3 en l'occurrence que j'ai retenues, parce qu'elles sont celles qui découlent directement d'une part du statut et d'autre part du traité. Le statut vous impose, si vous voulez contester un acte vous faisant grief de l'administration, un acte qui vous est défavorable, adopté par l'administration et qui s'applique à vous, vous devez passer par une procédure préalable dite de réclamation. Donc c'est le droit de réclamation édicté à l'article 90, paragraphe 2 du statut pour ce qui concerne les décisions en général, et j'y reviendrai également pour le directeur de l'OLAF et le contrôleur européen de la protection des données. Mais venons-en à la disposition générale, d'application générale. L'article 90, cette fois-ci dans son 2e paragraphe, vous demande de saisir votre autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité habilitée à contracter d'une réclamation pour contester l'acte faisant grief que vous avez identifié. En d'autres termes, vous ne pouvez pas directement saisir de votre propre initiative le juge de l'Union. Il y a une étape préalable obligatoire, une sorte de procédure précontentieuse, on peut l'appeler aussi comme ça, de procédure précontentieuse que vous êtes tenu d'actionner, que vous êtes tenu de mobiliser. Et ici, il y a 2 ou 3 points importants à mettre en exergue. Tout d'abord, il faut que vous ayez identifié un acte vous faisant grief. Donc il faut vérifier que c'est un acte qui effectivement modifie votre situation juridique, votre situation statutaire. Si c'est une simple recommandation, si c'est un simple avis qui n'est pas contraignant, vous n'êtes pas en présence d'un acte faisant grief. Donc c'est très important d'identifier cet acte faisant grief. Et par ailleurs, il faut être attentif au délai dans lequel vous allez pouvoir déposer cette réclamation. Ce délai est de 3 mois et il est précisé dans l'article 90, paragraphe 2, le décompte de ces 3 mois, a priori soit au jour de la publication de l'acte, si c'est un acte qualifié de mesure de caractère général, soit lorsque l'acte vous a été notifié donc individuellement, c'est ce qui est la situation la plus fréquente. Vous allez recevoir un mail avec demande d'accusé de réception où on va vous faire signer, on va vous remettre un pli que vous allez contre-signer. Voilà, notification individuelle. Ou éventuellement, s'il n'y a pas eu de publication ou s'il n'y a pas eu de notification, vous êtes en mesure de démontrer que vous avez pris connaissance à un moment de cet acte, auquel cas, c'est à partir de ce moment-là que vous ferez, vous compterez le délai de 3 mois. Il est important aussi d'insister sur ces délais parce que ce sont des délais dits d'ordre public. Ils sont non négociables. Même si l'administration dit c'est pas grave, se trompe en disant vous avez 4 mois
pour contester la décision que je viens de vous notifier, l'administration ne peut pas vous accorder une rawette, comme on dit en belge, un supplément de délai. Faites très attention, le délai s'impose parce qu'il est ordre public dans le statut et la Cour de justice a insisté là-dessus. Je me souviens d'une affaire, ça ne concernait pas cette institution, mais une autre, que je ne citerai pas, où l'institution avait dit mais on vous reviendra dans les délais, et puis si c'est dépassé, ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, ne croyez pas l'administration sur ce point-là. Alors, je ne reviens pas sur le droit de réclamation qui vaut également pour le directeur de l'OLAF ou le contrôleur européen des données, mais je voudrais juste insister sur quelques points à savoir. Je l'ai déjà dit sur l'acte faisant grief et la date, évidemment. Vous n'avez pas besoin d'avocat pour introduire une réclamation. Là aussi, vous devez, il est recommandé d'utiliser le formulaire standard. Mais, en revanche, permettez-moi d'insister sur deux aspects. Il faut, lorsque vous allez rédiger votre réclamation, être exhaustif. Je veux dire par là qu'il ne faut pas hésiter, alors il ne s'agit pas non plus de faire des tartines qui ne seront peut-être pas lues avec l'attention souhaitée, mais il est évident que si vous avez des griefs à formuler, si vous avez des reproches à faire valoir, eh bien, ne vous retenez pas, c'est-à-dire soyez le plus complet possible. Pourquoi? Parce que, c'est ce qui est entre parenthèses, il y a une règle non écrite, celle-ci vous ne la trouverez pas en lisant l'article 90 du statut, c'est une règle qui découle notamment de la jurisprudence. Si vous devez vouloir plus tard aller plus loin et saisir le juge de l'Union, on va y arriver dans quelques instants, eh bien sachez que votre recours devra correspondre à votre réclamation en termes de grief. En d'autres termes, si vous avez dans votre réclamation fait état de 2 griefs, et puis qu'après vous dites j'en avais un 3e, mais c'est pas grave, j'attendrai d'être devant le tribunal pour le faire valoir, eh bien non, ça sera trop tard. Alors je passe sur les exceptions, il y a toujours moyen de trouver quelques souplesses dans la jurisprudence, mais la règle de base, vaut mieux l'avoir en tête. Si vous avez 3-4 griefs à faire valoir au titre de la réclamation, eh bien faites-les valoir maintenant et n'attendez pas la prochaine procédure, qui sera la procédure contentieuse, pour vous en prévaloir. Et puis, deuxième conseil, documentez votre réclamation. Plus vous avez d'offres de preuves à fournir, et notamment des offres écrites de preuves, plus votre dossier sera solide. Parce que affirmer quelque chose uniquement sur votre bonne foi, sans l'appuyer sur une offre de preuve, eh bien, peut limiter considérablement la portée de cet argument. Puisque dans ce cas-là, vous aurez en face la même position de l'administration qui vous dira le contraire. Et donc, ce sera la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc, je répète, il ne s'agit pas évidemment d'être procédurier à outrance, mais lorsque vous sentez que quelque chose commence à tourner mal, laissez des traces écrites dans vos échanges avec votre administration. C'est très bien les discussions de coin de couloir, autour d'un café, etc., les promesses qu'on vous fait à la cantine, mais c'est quand même mieux quand vous avez une trace écrite de ce qui a été dit ou échangé. Avant d'envisager éventuellement d'aller plus loin, parce que, ah oui, donc je précise, l'administration, une fois que vous avez déposé votre réclamation, a alors 4 mois pour vous répondre. Elle doit s'efforcer de vous répondre. J'ai cru comprendre qu'il y a des instructions internes pour que toute réclamation trouve sa réponse. De ma pratique, il découle que très souvent l'administration n'hésite pas à utiliser les 4 mois pour vous répondre, même si elle aurait pu vous répondre dans les 2 mois. Donc soyez attentifs à ce délai. Pourquoi? Parce que dans l'hypothèse où elle ne vous répond pas dans les 4 mois, se déclenche alors le caractère implicite de la décision qui est considéré comme de rejet. En d'autres termes, à partir de la fin des 4 mois, s'ouvre le délai, un autre délai, de 3 mois celui-ci, pour saisir éventuellement le tribunal.
Je vais y venir dans quelques instants. Et donc soyez attentifs, évidemment, également à l'écoulement du délai de 4 mois entre les mains de l'administration pour vous répondre. Mais pour éviter que ça ne s'installe trop dans le temps, précisément, le statut a prévu une barrière. Au bout de 4 mois, on ne vous a pas répondu, ben c'est comme si on vous avait fait une décision implicite de refus. D'accord? Mais on y reviendra dans quelques instants. Avant d'envisager alors la voie du juge, l'appel au juge, j'ai considéré que ça pouvait quand même être utile de faire une petite référence aux médiateurs européens. Il ne s'agit pas des médiateurs internes à chaque institution, qui peut être saisi de manière informelle ou plus ou moins formelle dans certains cas, je pense notamment dans des cas de harcèlement. Non, là il s'agit d'un organe extérieur à la Commission, extérieur aux institutions, qui est un organe de l'Union élu par le Parlement européen, qu'on appelle donc le médiateur de l'Union ou le médiateur européen. En l'occurrence, une femme actuellement, la médiatrice de l'Union. Je vous renvoie à l'article 228 du traité qui précise que ce médiateur, ou cette médiatrice de l'Union, est chargé de traiter les plaintes pour mauvaise administration de la part d'une institution ou un organe de l'Union. On retombe sur le fameux principe de bonne administration qu'on évoquait tout à l'heure au regard de l'article 41 de la Charte. Eh bien, sachez que vous êtes également en droit, comme vous n'êtes pas seulement fonctionnaire ou agent, vous êtes aussi un citoyen de l'Union, que vous êtes en droit également de saisir ce médiateur européen si vous estimez que votre dossier a été mal traité du point de vue du principe de la bonne administration. Sachez toutefois que, puisque vous êtes fonctionnaire ou agent, vous êtes dans une situation réglementaire un peu particulière, et il est alors précisé que vous ne pouvez pas saisir directement le médiateur, il faut toujours passer préalablement par une demande, par une réclamation, pardon, article 90, paragraphe 2. Si vous saisissez le médiateur pour un problème avec votre administration sans avoir introduit un article 90, paragraphe 2, sans avoir introduit une réclamation, le médiateur rejettera votre demande, ou en tout cas la mettra de côté, la gèlera en quelque sorte en disant tant que vous n'avez pas, 1, introduit une réclamation et 2, obtenu une réponse, ou une réponse implicite de rejet, je ne peux pas intervenir. Mais en revanche, c'est pour ça que je l'ai mis après le stade de la réclamation, une fois la réponse obtenue de l'administration, vous pouvez envisager de saisir alors le médiateur plutôt que le tribunal, ou éventuellement les deux. Mais si c'est les deux, il faut savoir que si vous le faites en premier auprès du tribunal, vous ne pouvez plus saisir le médiateur. Donc il faut faire un choix. Et ce choix est d'autant plus important à avoir en tête que la saisine du médiateur n'interrompt pas le délai contentieux. Le fameux délai de 3 mois que j'évoquais tout à l'heure pour saisir le juge continue à courir même si vous avez saisi le médiateur. Alors, c'est bon de connaître l'existence du médiateur, mais en même temps, il ne faut pas trop en attendre. Pourquoi? Parce que les pouvoirs reconnus au médiateur sont très limités. Il n'a pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'administration. Il n'a pas de pouvoir de sanction vis-à-vis de l'administration. Il est, comme son nom l'indique, un conciliateur, un médiateur, qui va tenter d'obtenir quelque chose de l'administration. Par exemple, s'il y a eu un dommage qui vous a été causé, de voir s'il ne peut pas y avoir des dommages-intérêts qui pourraient être octroyés par l'administration en dehors de la voie contentieuse aboutissant à un arrêt du tribunal ou de la cour. Mais, puisque ce n'est pas contraignant, l'administration saisie d'une requête du médiateur n'est pas obligée d'y donner suite. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt? Il y a quand même un certain intérêt, parfois, à avoir de son côté le médiateur. C'est que si le médiateur a constaté dans sa décision finale qu'il y a bien eu un problème de mauvaise administration, c'est toujours une preuve, une offre de preuve extrêmement utile à faire valoir devant, par exemple, le tribunal. En disant, il y a manifestement eu une faute,
problème de mauvaise administration de la part de l'administration. La preuve, le médiateur l'a lui-même reconnu noir sur blanc dans une de ses recommandations ou une de ses décisions. Ça peut être utile de s'en prévaloir. Attention, le tribunal, le juge de l'Union, n'est pas tenu par les conclusions d'un rapport du médiateur, mais il va pouvoir quand même le prendre en considération. Et le deuxième intérêt, il est limité, mais sait-on jamais, dans la mesure où l'affaire peut être rendue publique par le médiateur, sur son site internet et puis dans le cadre de son rapport d'activité annuel au Parlement européen, eh bien, si on voit qu'il y a une accumulation de mauvaise administration de la part de, par exemple, tout à fait par hasard, la Commission, eh bien, ça peut être un moyen un peu médiatique de faire pression sur la Commission pour qu'elle fasse évoluer ses pratiques. Il y a des cas de figure où le médiateur, grâce à son rapport public, a permis de faire évoluer certaines choses. Je pense par exemple à la pratique qu'il y avait pendant un certain temps au SEAE de ne pas payer des stagiaires. Il y a eu plusieurs plaintes, il y a eu une enquête du médiateur, le médiateur a rendu public ces recommandations, et finalement le SEAE a fini par accepter de rémunérer ses stagiaires. Voilà un exemple très concret d'action positive du médiateur. Mais parfois ça ne suffit pas, et il faut en arriver au stade ultime. Je n'ai pas dit le stade incontournable, si on peut éviter, c'est toujours mieux. Mais voilà, à un moment, il faut se poser la question, est-ce que je saisis ou non le juge de l'Union? Et c'est un autre droit qui vous est reconnu par le statut. C'est le dernier article que je citerai, je pense, aujourd'hui, l'article 91 ou 91 du statut, qui donne compétence à la Cour de justice pour connaître des différends que vous pouvez avoir, des litiges que vous pouvez avoir avec votre administration. Et dans ce cadre-là, il faut insister tout d'abord sur le fait que vous devez avoir préalablement épuisé la procédure précontentieuse. Donc il faut avoir attendu la réponse de l'administration à votre réclamation, ou à tout le moins avoir attendu l'expiration du délai de 4 mois de réponse pour disposer d'une décision implicite de rejet. C'est le principe posé par l'article 91, avec toutefois quelques exceptions qui ont été aménagées par la jurisprudence de la Cour, et notamment deux qui peuvent vous concerner directement. C'est le contentieux des concours et le contentieux des promotions, où l'étape de réclamation peut être, sous certaines conditions, écartée. S'agissant de la procédure en elle-même, la saisine de la Cour doit se faire par le biais du ministère d'avocat. Donc là, cette fois-ci, jusqu'à présent, tout ce que vous pouviez faire sans avocat, mais là, il faut l'intervention d'un avocat pour déposer un recours devant la Cour de justice. Ce recours doit respecter un délai, le délai contentieux que j'évoquais tout à l'heure, à savoir 3 mois à compter de la notification ou de la prise de connaissance de l'acte, de la réponse à votre réclamation. Ou, n'oubliez pas, éventuellement, dans les 3 mois qui suivent l'expiration du délai de 4 mois, au terme duquel l'administration n'a pas répondu à votre réclamation. Et là aussi, c'est un délai d'ordre public, tout comme pour le délai de réclamation. Le délai de recours est un délai d'ordre public, donc non négociable, même si l'administration devait vous accorder un complément de délai. Sachez par ailleurs que dans certains cas de figure, ça reste limité, mais enfin, pour être à peu près exhaustif, dans certains cas de figure, l'urgence peut conduire à vouloir directement saisir la Cour de justice sans attendre la réponse à la réclamation. Des cas où il y a précisément urgence, c'est-à-dire que l'acte qui a été posé, l'acte faisant grief, qui vous a été notifié, qui vous a été adressé, vous crée un dommage
qui risque d'être irréparable si on n'agit pas tout de suite, si on ne fait pas en sorte que le juge de l'Union puisse demander à surseoir, à statuer, à surseoir à l'exécution de cet acte. Donc c'est très limité comme cas de figure, et sachez que ça existe. Si vous êtes en mesure de démontrer qu'il y a urgence et que votre dommage risque d'être irréparable, alors vous pouvez, en même temps que vous avez déposé une réclamation, saisir la Cour de justice. C'est ce qu'on appelle la procédure de référé, et je le répète, qui reste très difficile à mettre en œuvre, puisque tout dépend de la qualification d'urgence. Mettons-nous dans l'hypothèse où vous avez franchi ce pas, puisque la réclamation n'a pas fonctionné, l'administration campe sur sa position, maintient l'acte vous faisant grief, vous allez demander alors au tribunal de trancher le litige. Alors, parfois j'utilise cour, tribunal, pardon, j'aurais dû le préciser. L'institution dans son ensemble, sa dénomination générique, c'est Cour de justice de l'Union européenne. Et cette Cour de justice de l'Union européenne est composée de deux juridictions. Une juridiction de première instance, qu'on appelle le tribunal, et qui, il y a encore 2 ans, s'appelait le tribunal de la fonction publique, qui avait été créé en 2004 pour votre contentieux, mais qu'il a été décidé de, passez-moi l'expression, de saboter. Vous aurez compris que je n'ai pas forcément partagé cette idée de mettre fin aux fonctions du TFP, du tribunal de la fonction publique, et donc c'est le tribunal, l'ex-tribunal de première instance, qui a récupéré le contentieux de la fonction publique. Donc vous êtes en première instance devant le tribunal, et si vous ne deviez pas être satisfait, ou si l'administration ne devait pas être satisfaite de l'arrêt rendu par le tribunal, celui-ci peut faire l'objet d'un pourvoi devant l'autre juridiction suprême, la Cour de justice, qui va agir en quelque sorte comme une sorte de cour de cassation des décisions, des arrêts pris par le tribunal en première instance. Je referme la parenthèse. Donc, le recours est déposé. Je passe sur la procédure en tant que telle. Normalement, il y a un débat contradictoire qui va s'installer. L'administration va pouvoir répondre à votre recours. En général, ce n'est plus l'administration directement, d'ailleurs, votre administration en direct, mais c'est le service juridique de la commission qui va piloter le dossier, évidemment en coopération étroite avec la direction générale du personnel et éventuellement votre hiérarchie directe. Mais sachez que ce sont les agents du service juridique, vos collègues du service juridique, qui représenteront l'administration devant le tribunal. Et je voudrais insister sur un point qui est parfois peu connu, qui effectivement a été très longtemps un peu la marque de fabrique du tribunal de la fonction publique, et maintenant que le tribunal de la fonction publique n'existe plus, certains se demandent si le tribunal va de nouveau suivre la même pratique, c'est que le juge peut, soit de sa propre initiative, soit parce qu'il serait invité par une des parties, et pourquoi pas par vous, d'essayer de trouver un règlement amiable au litige. Il faut savoir que les règlements de procédure prévoient la possibilité pour le juge de l'Union de s'ériger en médiateur, en conciliateur, et en général c'est le président de la formation de jugement, ou éventuellement le juge de rapporteur sur l'affaire, qui va inviter les parties, en dehors de la formation de jugement, va inviter les parties, en général dans une pièce du tribunal, et non pas dans la salle d'audience, à essayer de trouver un terrain d'entente, en disant c'est un peu trop bête, j'ai regardé un peu les arguments de chaque côté, ça se vaut, et donc ça serait peut-être le moment de trouver un terrain d'entente. Donc sachez que cette possibilité n'est pas à négliger, parce que parfois il est plus facile d'avoir un tiers comme médiateur, comme conciliateur, que d'essayer de trouver en face-to-face, les yeux dans les yeux avec l'administration, un terrain d'entente.
Donc voilà, c'est une possibilité qui ne doit pas être négligée. Si cette phase de règlement amiable n'est pas proposée ou échoue, parce qu'elle peut être proposée et puis ne pas aboutir, et bien dans ce cas-là, il faudra s'en remettre au jugement définitif du tribunal, suite en général qui aura été précédée d'une audience à laquelle vous pouvez assister, à laquelle vous pouvez être amené parfois à prendre la parole. C'est très rare, mais le tribunal peut considérer qu'il est nécessaire de vous entendre. Mais si ce n'est pas le cas, le plus souvent, ça fait une quinzaine d'années que je pratique ce contentieux, j'ai dû avoir 1 ou 2 cas de prise de parole de l'intéressé, donc ça reste rare. En général, ça passe par les agents et les avocats, mais bon, voilà, sachez que ça peut être utile parfois d'avoir aussi l'intervention directe du fonctionnaire ou de l'agent devant le prétoire. Quant à l'arrêt, il faut savoir que la Cour de justice ou le tribunal dispose de ce qu'on appelle une compétence de pleine juridiction, c'est-à-dire que non seulement elle peut être amenée à annuler l'acte vous faisant grief, mais si celui-ci vous a causé un préjudice et que vous avez été en mesure de démontrer l'existence de ce préjudice, du fait d'une faute de l'administration et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi, eh bien, le tribunal, en matière de fonction publique, dispose également du pouvoir de vous octroyer des dommages et intérêts. Donc, j'insiste sur ce point parce que ce n'est pas le cas dans tous les contentieux, mais dans celui de la fonction publique, la Cour de justice dispose de cette compétence de pleine juridiction. Alors, j'en viens sur le dernier point, qui peut aussi, évidemment, vous intéresser au premier chef, celle des dépens. Combien ça va me coûter tout ça? Bon, eh bien, évidemment, dans la mesure où il y a un ministère d'avocat obligatoire, sauf si vous êtes par ailleurs avocat quand on est citoyen, mais ce n'est pas le cas ici quand vous êtes fonctionnaire ou agent, parce que vous ne pouvez pas cumuler, vous devez avoir un tiers pour vous défendre. Et donc, il y a des honoraires à votre charge. Toutefois, le règlement de procédure prévoit un aménagement des dépenses qui peut être présenté de la manière suivante. En principe, celui qui gagne se voit rembourser ses dépenses. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous gagnez votre affaire face à la commission, eh bien, la commission pourra être condamnée au paiement des dépenses, c'est-à-dire des honoraires que vous aurez, des frais d'avocat que vous aurez mis en œuvre pour votre défense, et ce, à l'euro près, sauf éventuellement contestation de la commission, parce que les honoraires demandés ou les dépenses dont la récupération est demandée seraient considérés comme exorbitants, ou disproportionnés, déraisonnables. Dans ce cas-là, il peut y avoir contestation de la part de l'administration. Mais le principe est celui-ci. Je dis le principe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi parfois partage des dépenses. Dans ce cas-là, le tribunal peut considérer qu'en équité, bien que vous ayez gagné, vous devez supporter une partie quand même de vos dépenses, compte tenu par exemple, de votre comportement, qui n'est pas totalement irréprochable, par exemple, mais je dis, c'est un peu probable, mais vous intervenez au tribunal et vous avez un comportement qui n'est pas digne. Le tribunal peut, en termes en quelque sorte de sanction, dire compte tenu de votre comportement à l'audience, même si vous avez gagné, je vous condamne à une partie des dépenses. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que vous perdez l'affaire, la règle aussi s'applique. C'est-à-dire que vous allez être, non seulement les honoraires que vous aurez payés à votre avocat vous restent à votre charge, mais en plus, vous pouvez être condamné à la récupération des dépenses de la commission. Au paiement, pardon, des dépenses, cette fois-ci, de la commission. Et là, il faut distinguer deux cas de figure. Soit la commission a été uniquement assistée par son service juridique. Il faut savoir que la commission a de toutes les institutions et de tous les organes
le service juridique le plus important, avec une équipe de fonction publique très développée, très aguerrie. Et donc, en général, les agents de cette équipe suffisent à représenter la commission dans l'affaire. Auquel cas, si vous êtes condamné aux dépens de la commission, ils seront très limités. Il y a des sortes de forfaits. Il va falloir en quelque sorte rembourser les frais de mission de l'agent qui s'est déplacé à Luxembourg, qui a peut-être pris une nuit d'hôtel et puis un train, plus un forfait photocopie du dossier, etc. Mais c'est rare qu'on dépasse les 400 ou 500 euros. En revanche, deuxième cas de figure, l'institution n'a pas été capable de se faire représenter uniquement par son service juridique, mais a eu recours à des avocats également extérieurs. Alors c'est peu souvent le cas de la commission, mais c'est très souvent le cas en revanche, par exemple, si je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans des agences, mais dans les agences aujourd'hui, les services juridiques sont en général très peu développés. Il y a parfois une ou deux personnes, et elle ne va pas pouvoir suivre tous les contentieux, et donc ils vont, sur base en général d'un marché public, recourir à un cabinet d'avocats. Auquel cas, si vous perdez, ce n'est plus les forfaits que j'évoquais tout à l'heure applicables au service juridique de l'institution, mais ce sont les honoraires de l'avocat de la partie adverse, de l'administration, qu'il faudra honorer. Et donc évidemment, il faut avoir ça en tête, puisque ça peut en quelque sorte doubler, vous avez notamment votre avocat à payer, puis ensuite celui de l'institution. Donc il faut être aussi très prudent dans l'analyse des chances de succès de votre recours. Voilà ce que je voulais dire pour l'essentiel sur le troisième volet, la contestation, et ce faisant, j'en ai terminé pour le propos liminaire. En guise de conclusion, peut-être deux, trois aspects purement pratiques. En tout cas pour les premiers, c'est être attentif à la tenue de votre dossier individuel. N'hésitez pas à le consulter régulièrement pour voir si on ne vous a pas glissé une décision qui vous serait éventuellement défavorable. Privilégier le dialogue, tout de même, mais en étant conscient que les promesses orales n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc là aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser des traces écrites des différents aspects de votre carrière, en plus de ce qui figure dans votre dossier individuel. À titre un peu plus personnel, touche un peu plus personnelle, ne fondez pas trop d'espoir sur l'étape réclamation. Alors, je ne le dis pas du tout de manière vindicative ou négative, mais juste ma modeste expérience montre que l'étape réclamation, qui devrait être normalement conçue comme une étape précisément de règlement amiable, bien force est de constater que cette étape ne répond pas à cet objectif. Pour le dire autrement, l'article 90 a été conçu, la réclamation a été conçue comme une sorte de on va laver son linge sale en famille. Pas la peine de saisir le juge, on va trouver un terrain d'entente, il y a dû y avoir une incompréhension, une erreur, etc. Voilà. Et donc on va essayer de dialoguer. Honnêtement, ma modeste expérience montre que je n'ai eu que très rarement un dialogue qui s'est installé une fois qu'on avait déposé une réclamation. Normalement, vous allez dans les jours qui suivent le dépôt de votre réclamation, vous allez recevoir un courriel de votre administration, enfin de la DG personnelle, disant j'ai bien pris connaissance de votre réclamation, voici la personne qui va la gérer, voici votre personne de contact, et si vous avez des documents supplémentaires, vous avez encore 15 jours, je vous donne encore 15 jours, c'est la pratique de la commission, qui n'est pas forcément partagée par toutes les autres institutions, mais celle-ci me paraît être tout à fait judicieuse. Voilà, si vous avez encore des offres de preuves, n'hésitez pas dans 15 jours, et la personne de contact est intègre. Et donc dans cet esprit, on se dit, bah, je vais peut-être pouvoir prendre contact avec cette personne, peut-être aller la voir pour expliquer mon cas.
bien ça ne marche pas. En tout cas, les cas que j'ai eu à gérer, on ne donne pas suite forcément à l'idée de règlement amiable, même si parfois j'incite vos collègues à ne pas hésiter à mettre à la fin de la réclamation « je suis ouvert à un règlement amiable ». Donc ce n'est pas faute de l'avoir souligné en gras, etc. Mais pas de réaction. Voilà, si on ne prend pas l'initiative, l'administration ne prendra pas cette initiative. C'est un peu dommage, voilà, je le dis. Je ne crois pas qu'on ait de statistiques très officielles sur les taux d'acceptabilité des réclamations, mais je peux vous dire que quand je reçois une décision où la réclamation aura une suite favorable par l'administration, je peux vous dire qu'on l'encadre, on fait une photocopie, etc. On est content de l'avoir une fois par an, peut-être. Bon. Ce qui veut dire que tout espoir, évidemment, n'est pas vain. Il n'en reste pas moins que, j'en terminerai par là, il est toujours bon aussi de prendre conseil. M. Bakri l'a dit dans son introduction, vos syndicats sont également là pour ça. Et si vraiment ils n'ont pas le choix, ils font appel à leur meilleur avocat. Exactement. Merci de votre attention. En tout cas, voilà.